mais il est là dans cette espèce de boucle entre son émergence dans l'après-coup de l'action et la saisie qu'il peut avoir ensuite du cours de l'action ou des événements psychiques dans une espèce d'indécision finalement sur son véritable rôle. Le modèle de l'action, le modèle de l'agentivité est peut-être celui qui nous rapproche le plus. Alors c'est une question que je poserai, peut-être qu'on aura un débat avec Martin de Benet là-dessus. C'est comme ça, moi, que j'ai saisi la question de la réflexivité. Mais en parlant d'agentivité, on parle d'une modalité de réflexivité particulière, qui est celle qui fait que nous nous saisissons nous-mêmes comme, justement, au sens de Libet, décideurs, intentionnellement, agents de nos pensées, de nos actes, moteurs, de notre discours intérieur, de notre parole, etc. Là, on va retrouver la même chose. C'est là qu'il est intéressant, je trouve, de faire converger les personnes. Là aussi, le modèle de l'agentivité voit l'expérience réflexive de soi-même, décidant et agissant, comme une construction. Une construction rétrospective, annexion, facultative, pas du tout terminante, fluctuante, et surtout qui ne repose pas sur une sorte de perception des signaux cérébraux de la décision au sens cérébral, des commandes de l'action. C'est une construction qui se fait dans un contexte. On pourrait presque se dire que notre sentiment d'être agent de nos actions est une construction sociale qui se crée, qui émerge en nous dans un contexte d'interaction avec les autres, et qui n'est pas le reflet des processus de commande cérébrale et de déclenchement des actions. Un processus finalement rétrospectif de self-attribution, d'attribution à soi-même, à nous-mêmes, de nos actions, là aussi dans une logique rétrospective. Finalement, c'est une théorie performative que je vous propose. Le sujet émerge à travers l'action qui s'accomplit. Émerge comme une expérience produite même par le comportement. Et quand je parle de comportement, c'est au sens le plus large qui inclut la vie psychique, la vie mentale. Comme une expérience fluctuante, émergente, est sans doute le terme qui est finalement le plus adapté. Alors, effectivement, je disais que là, on a trouvé des convergences avec certaines théories des fonctions du moi, avec un certain nombre de travaux de psychanalyse sur la subjectivité, et avec une tradition philosophique aussi. Mais je ne vais pas m'attarder trop là-dessus. Et puis, bien sûr, le modèle de la réflexivité au sens que nous connaissons ici, qui a l'intérêt de commencer à introduire le lien entre subjectivité et intersubjectivité que j'évoquais tout à l'heure. Je passe sur ce point parce que, évidemment, c'est un domaine que vous connaissez beaucoup mieux que moi. Ce qui est intéressant, c'est de rapprocher ces données de perspectives de psychologie cognitive, mais aussi de philosophie. Alors là, je fais allusion à un collègue de Bruxelles, Axel Clermans, qui définit la métacognition, la subjectivité, l'expérience réflexive. Choisissons, on voit bien qu'on tourne autour d'un réel avec des appellations qui sont finalement un peu équivalentes, mais en même temps toutes insuffisantes. Pour Clermans, cette métacognition inactive, émergente, résulte d'un processus de théorie de l'esprit attribué à soi-même. Nous construisons nous-mêmes une théorie de l'esprit, avec les mêmes mécanismes avec lesquels nous construisons une théorie de l'esprit des autres. C'est là que j'articule subjectivité, réflexivité, intersubjectivité. Base de mécanismes communs qui font que pour nous penser nous-mêmes, que ce soit en termes d'agentivité, de conscience de soi, de réflexivité, nous exploiterions, c'est une hypothèse, je l'avais conditionnelle, les mêmes mécanismes cognitifs, psychologiques, biologiques, on verra tout à l'heure, que ceux qui nous permettent d'accéder à l'autre. Conscience de soi, conscience de l'autre, comme les deux faces d'une même pièce, d'une même médaille. Réflexivité, intersubjectivité, comme finalement deux manières de décrire un même objet. Ce qui, en fait, une fonction d'auto-représentation, qui est aussi la fonction de représentation. Et là, nous touchons à la réflexion philosophique. Je ne suis pas philosophe, mais je trouve intéressant de rapprocher ces données
d'un certain nombre de corpus philosophiques, bien évidemment Paul Ricoeur, je fais allusion à soi-même comme un autre. Je suis un autre de moi-même, je suis un étranger à moi-même, en même temps que je suis moi. L'autre est à la fois un autre, un étranger, et un semblable, un autre moi-même. C'est tout le paradoxe identitaire, c'est tout le paradoxe de la construction de l'identité à l'adolescence. Toute cette clinique de la dépendance à l'autre émerge de cette construction paradoxale de l'identité nourrie par les autres et consubstantielle d'un rapport à l'autre, l'identification à l'esprit. Mais ça renvoie aussi à l'intersubjectivité transcendantale au sens de Husserl, ou aux Selbst de Heidegger, au sens où, pour Heidegger, le self, le soi réflexif, n'est pas substantiel, il n'est pas une chose. Il est uniquement un rapport à lui-même. Et c'est le boucle de rapport à soi qui fonde finalement le soi dans le mouvement même de la relation à soi-même. Mais la relation à soi-même n'est pas la relation à un objet qui serait le soi-même. C'est la boucle qui est le soi. Vous voyez cette vision dynamique, processuelle, qui revisite la réflexivité dans une perspective d'intersubjectivité. De point de vue philosophique, je trouve intéressant de citer Carruthers, qui le décrit autrement. Notre connaissance de nous-mêmes résulte du fait que nous retournons nos capacités, on retrouve l'hypothèse de tout à l'heure, de mind reading, de théorie de l'esprit qui nous permet d'accéder aux autres, sur nous. Ce qui veut dire que de ce point de vue-là, la réflexivité est une illusion au sens où l'introspection, la connaissance de soi-même directe, elle ne peut être qu'indirecte. Elle ne peut se faire qu'en adoptant littéralement le point de vue de l'autre pour nous saisir nous-mêmes. Ce qui suppose une forme d'imprégnation par l'altérité, une forme d'imprégnation par le rapport à l'autre. On va voir que j'attendais quelques années du côté de la psychologie développementale, qui vont tout à fait dans ce sens, et qui vont nous ramener vers la pédopsychiatrie et le bébé. Même ressource pour soi et pour les autres, pour se connaître soi-même et pour connaître les autres. Je est un autre, comme disait Rimbaud. Alors, là où la psychologie développementale, je trouve, amène des données tout à fait intéressantes, c'est lorsqu'elle nous montre comment, effectivement, d'un point de vue développemental, dès la naissance, le sujet se construit dans le regard de l'autre, sous le regard de l'autre, à travers la présence de l'autre. Alors, bien sûr, nous connaissons le concept d'autre virtuel, que Colin Trevarten a d'ailleurs repris à Breton, et qui suppose que le bébé naît avec une représentation immanente d'autrui en lui-même. Il est en quelque sorte un site, au sens allostérique, au sens biologique, pour l'altérité, et il a une représentation animée, vivante d'autrui en lui-même, qui est un moteur de son développement et qui lui permet à la fois la rencontre de l'autre réel et la rencontre de lui-même. La construction d'un soi dans ce rapport à l'autre, dans une intersubjectivité. Je ne reviens pas sur tous les travaux de Daniel Stern, qui pourrait aussi tout à fait s'agréger à ce que j'essaye d'évoquer ici. Mais je voudrais citer un auteur que vous connaissez tous ici à Genève, bien sûr, Philippe Rochat, qui lui dit dans d'autres termes un peu la même chose, que la conscience de soi est d'emblée, immédiatement, et non pas secondairement, une co-conscience de soi dans le rapport à l'autre et sous le regard de l'autre. Et il ne s'agit pas d'une construction, d'une différenciation du soi et de l'autre au cours du développement, mais d'une coexistence de la conscience de soi et de la conscience de l'autre, dès les premiers temps de la vie. Autrement dit, subjectivité, réflexivité, intersubjectivité sont, comme je le disais tout à l'heure, tellement intriquées qu'on peut vraiment se demander si on doit les distinguer autrement que comme des points de vue que l'on aurait sur une même réalité, et non pas comme des réalités ontologiquement différentes. La conscience de soi, finalement, pour Rochat, est une illusion. Elle est un mythe, produite sur la base d'une co-conscience de soi et d'autrui. Une illusion dont nous nous nourrissons et qui nous soutient, bien évidemment, et qui est tout à fait nécessaire. Et de ce point de vue-là, qui est la réflexivité. Mais la réflexivité serait, de ce point de vue-là, j'espère qu'en disant ça, je ne ferai pas d'entorse trop sévère au modèle de
la réflexivité qui nous anime ici, mais finalement, elle émerge d'une intersubjectivité qui finalement nous échappe. D'une certaine manière, la subjectivité et la réflexivité seraient la face consciente d'une intersubjectivité permanente, immanente et pas forcément consciente. Alors, très vite, là, avant d'aborder le dernier point de mon développement sur la psychopathologie, j'évoquerai tout ce qui vient maintenant du côté des neurosciences et de la biologie pour nourrir cette vision d'une intersubjectivité fondatrice, dès l'intersubjectivité primaire du bébé. Ce sont tous les travaux sur le cerveau social, les cognitions sociales, les systèmes miroirs et les systèmes résonants, c'est-à-dire tout ce qui a transformé notre représentation du cerveau au cours des 15 dernières années. Ça est apparu dans les années 90, comme vous le savez, avec les premiers travaux de Donati. Je sais qu'aujourd'hui, il est usage de critiquer la théorie des neurones miroirs en considérant qu'elle a eu trop de succès, donc il ne faut pas hypothéquer son succès aujourd'hui. Mais il reste quand même de tout ça cette découverte absolument fascinante que notre cerveau est un système, une machine faite pour se brancher sur les autres cerveaux, pour se mettre en résonance avec eux, pour communiquer et pour faire que les états mentaux des uns et des autres puissent être en quelque sorte mis en commun, résonner au sens musical, si vous voulez, et être partagés entre soi et l'autre, partiellement bien sûr, mais c'est tout ce qui a été redéfini comme la nouvelle théorie de l'empathie, puisque ces données, en fait, ont en quelque sorte donné raison, 100 ans plus tard, à Theodore Lipps et à son hypothèse d'une empathie fondée sur une imitation motrice interne entre soi et les autres. Sauf qu'il n'y avait pas de support ni biologique, ni cognitif, ni psychologique à cette hypothèse. Les neurosciences sociales sont venues donner finalement des bases, des supports objectifs, réalistes à ce mécanisme d'intersubjectivité. Finalement, j'identifie intersubjectivité et empathie, c'est-à-dire d'interaction psychique inconsciente, consciente, émotionnelle, cognitive et de pensée. Ce qui suppose que dans ce cerveau social, il faut comprendre la conscience de soi comme une dimension, la conscience des autres comme une autre dimension, les mécanismes d'interaction mentale et cérébrale qui supportent à la fois cette capacité de théorie de l'esprit de l'autre et, comme je le disais tout à l'heure, de théorie de l'esprit de soi-même, qui est la réflexivité ou la conscience de soi, et des mécanismes de différenciation qui, sans cesse, en quelque sorte, nous resituent en première personne par rapport à un autre en troisième personne, qui donne cette perspective qui, à la fois dans cette sorte d'effusion avec l'autre, qui nous permet de nous sentir en même temps un soi autonome et distinct. Alors, je ne reviens pas sur ces systèmes de représentation partagée, émotionnelle, cognitif, moteur, ce que j'évoquais à l'instant sur le fait que c'est la théorie de Lipps, de L'Einfühlung, qui est en quelque sorte revisitée. Et je citerai juste une revue de littérature qui montre de manière tout à fait intéressante, je trouve, en tout cas dans le sens de mon exposé, que les systèmes cérébraux impliqués au soi, et dans la conscience de soi, sont pratiquement superposables à ceux qui sont impliqués dans la conscience et dans la connaissance des autres. Alors, cet article, en fait, dégageait cette conclusion de manière critique, pour dire c'est pas très solide tous ces travaux sur les neurosciences sociales, puisque finalement, c'est la même chose pour soi et pour l'autre. Moi, je trouve au contraire très intéressant de le retenir de manière pas du tout critique, mais comme le fait même qui est intéressant à éclairer, puisqu'il résonne avec tout ce que j'ai essayé de vous apporter au niveau philosophique et au niveau cognitif et développemental sur cette sorte d'équivalence des systèmes de la réflexivité et des systèmes de la connaissance de l'autre. Finalement, la réflexivité, c'est un produit de l'empathie ou de l'intersubjectivité. Ce qui permet de parler d'ailleurs d'une forme d'auto-empathie, un rapport à soi-même comme à l'autre. On retrouve Ricoeur, on retrouve Rimbaud, bien sûr, et à comprendre la subjectivité comme une intersubjectivité intra-individuelle. Dans ce rapport à nous-mêmes, où nous découvrons sans cesse, où nous rencontrons en fait sans cesse, à la fois comme un proche et comme un étranger, comme un familier et comme un inconnu. Là, on pourrait ouvrir la question de l'inconscient et de la psychanalyse, je fais que ouvrir pour la refermer, mais c'est bien la question qui est posée dans ce rapport à soi, à la fois comme un autre de soi-même et comme moi-même. Donc, intersubjectivité interne.
Alors, je conclurai sur une ouverture du côté de la psychopathologie à propos de la schizophrénie. Premier modèle, assez classique, si on veut croiser réflexivité, intersubjectivité et schizophrénie, c'est de dire, dans une position très défectologique, neuropsychologique, un peu à l'ancienne, la schizophrénie, c'est un déficit de réflexivité. Je vous dis ça, peut-être que ça vous paraît très naturel. Après tout, vous parlez de quelque chose là, dans l'incapacité à se saisir soi-même dans les hallucinations, dans le délire, comme étant l'agent de ses propres productions. Un moi éclaté, un moi désintégré, une incapacité à l'unifier dans un mouvement réflexif qui serait harmonieux. Il y a une sorte d'évidence intuitive. Je conclurai en fait sur une hypothèse qui est complètement antagoniste, je l'annonce tout de suite, qui est qu'on peut aussi voir la schizophrénie comme une hyperréflexivité. Mais prenons cette première hypothèse assez classique de la schizophrénie comme déficit de réflexivité. Effectivement, là on retrouve tous les travaux justement sur l'agentivité que j'ai évoqué tout à l'heure, et l'hypothèse très forte, qui je trouve reste assez efficace aujourd'hui encore, que le sujet délirant traite son activité mentale comme un élément de la réalité et non comme une production de lui-même, qui confond une croyance et un état du monde. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la saisie réflexive de sa pensée qui lui permettrait de dire ça c'est mon imaginaire et ça c'est l'état du monde. Donc pour lui c'est un état du monde parce qu'il ne l'aperçoit pas comme sa production. Nous sommes d'accord. C'est toute l'hypothèse de la schizophrénie comme défaut d'agentivité. La meilleure illustration c'est l'hallucination acoustique verbale. Le sujet parle, ou en tout cas produit un discours intérieur, mais il ignore qu'il produit un discours intérieur, il l'entend comme le discours d'un autre. Tous ces travaux ont été, je pense, suffisamment développés pour que j'y revienne pas. L'idée générale, c'est que tout se passe comme si, c'est un symptôme positif de la schizophrénie, le sujet ne disposait pas d'une auto-information sur ses productions mentales, sur son discours intérieur, sur ses croyances, sur son imaginaire, qu'il traite comme soit le réel, extérieur à lui, soit le discours, les pensées, les intentions d'un autrui, dans le syndrome d'Allan, parce qu'il est incapable de produire une expérience subjective, ce que j'évoquais tout à l'heure, de ces productions-là. Elles sont asubjectivées, désubjectivées, et donc elles deviennent discours, pensée de l'autre ou état de l'autre. Bien. C'est une hypothèse qui a été particulièrement développée par Christopher Fries dans les années 90. Mais cette hypothèse, elle trouve des limites. Cette hypothèse de la schizophrénie comme défaut de réflexivité, comme défaut d'auto-information, comme défaut de méta-représentation, trouve des limites que j'ai évoquées ici. La première, c'est qu'il y a deux limites. Il y en a une où le sujet, effectivement, perd l'agentivité de ses actions et les traite comme des actions d'autrui. Sa pensée devient la pensée d'un autre en lui, sa parole intérieure devient voix d'un autre dans sa tête, mais il y a une clinique inverse. Non pas défaut d'agentivité, mais excès d'agentivité. Il est intéressant de voir comme cette clinique en miroir a été totalement balayée par les travaux neurocognitifs des années 90. Et pourtant, nous savons tous, le patient, et en particulier dans les psychoses émergentes, se sent agent de phénomènes extérieurs. Il se sent agent du fait que les feux de signalisation passent du vert au rouge, ou que les gens font ça ou croient ça. C'est lui qui en est la cause. Autrement dit, à la fois il perd la réflexivité ou le sentiment d'agentivité d'une partie de son vie mentale, et à la fois il s'attribue de manière tout à fait impressionnante comme agent, comme auteur, comme sujet réflexif des phénomènes du monde extérieur, qui sont pourtant tout à fait indépendants de son action, mais qui le ramènent à son action. Autrement dit, là, la clinique du défaut d'agentivité, non seulement elle ne marche pas, mais on pourrait même dire que c'est l'inverse. Il y a un excès d'agentivité étendu à des phénomènes indépendants du sujet, que le sujet vit comme dépendant de lui. Et ça a été très bien décrit par Henri Brivois avec les phénomènes de centralité, de concernement. Le sujet est au centre du monde, tout ce qui se passe le concerne, tout ce qui se passe dépend de lui. Il est le nœud vers lequel tout converge. Il se demande pourquoi, il ne sait pas pourquoi, mais c'est ainsi qu'il le ressent. Autrement dit, son champ d'agentivité est étendu à l'infini. Le monde est devenu son univers mental. C'est une toute-puissance, c'est le volet paranoïaque, mais il a été complètement oublié parce que le modèle neuropsychologique a réduit la schizophrénie à la perte d'agentivité pour l'hallucination. Je pense que ça ne suffit pas. Deuxième critique, il y a fondamentalement dans les symptômes psychotiques une structure dialogique, une structure intersubjective. Et que le déficit de réflexivité, dont le déficit de réflexivité ne permet pas de rendre compte. C'est-à-dire que
le sujet est toujours aux prises avec autrui. C'est ça. Un autrui énigmatique qui lui veut quelque chose, il l'interpelle, il convoque, il insulte, il donne des ordres, il est concerné par un autre immanent, plus ou moins substantifié, personnifié, mais il est pris dans cette sorte de vecteur intersubjectif, cette force intersubjective, il ressent comme tel. Et là, l'hypothèse simplement d'une perte de réflexivité ne rend pas compte de cette dimension dialogique, interpersonnelle des symptômes. Et puis surtout, on ne peut pas réduire l'hallucination schizophrénique à une perte de réflexivité ou d'agentivité. Parce que ça, on sait, ça existe. En neurologie, ça s'appelle la main étrangère. Le sujet a fait des mouvements de sa main. Ces mouvements, ce n'est pas lui qui les décide. Ça bouge sans lui. Et en aucun cas, ça ne produit, le syndrome de la main étrangère ne produit pas de phénomène de croyance délirante, ni d'expérience hallucinatoire au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'une simple clinique de la perte d'agentivité ou de réflexivité d'une partie de notre vie mentale ne va pas produire de manière qualitative la force de conviction de l'hallucination, le sentiment persécutif du délire ou de la paranoïa. On en est très très loin. On le voit bien dans ces syndromes neurologiques. Il y a quelque chose de l'hallucination, mais ce n'est pas l'hallucination, ce n'est pas le délire. Autrement dit, une hypothèse purement défectologique de la schizophrénie comme perte d'agentivité ou de réflexivité me paraît critiquable sur ces différents points, et notamment le point qualitatif, que le soi psychotique, ce n'est pas seulement un soi sans agentivité ou sans réflexivité. C'est un soi qui est qualitativement différent. Et l'autre, auquel le sujet est confronté, est aussi qualitativement différent. Ni le soi ni l'autre ne sont ordinaires. Alors, il est intéressant, là, de penser la schizophrénie vraiment comme une pathologie de l'intersubjectivité, dont finalement les anomalies au niveau de la conscience de soi et de la réflexivité ne seraient qu'une conséquence ou qu'un effet. Parce que qualitativement, il se passe quelque chose que j'ai essayé un peu naïvement de représenter ici, c'est que c'est une pathologie de l'autre en soi et de soi dans l'autre, de manière réciproque. Le sujet est projeté dans le monde extérieur, et le monde extérieur se projette au monde. Ça, ce sont des distorsions qualitatives, à la fois de l'expérience de soi et de l'expérience de l'autre. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que dans la psychose, ce que j'évoquais tout à l'heure de soi comme un autre de moi-même et de l'autre comme un semblable ou un autre moi-même, qui est une métaphore, qui est quelque chose un peu vrai mais pas complètement vrai, devient en quelque sorte dans la psychose littéralement vrai. L'autre devient vous, et soi ou une partie de soi devient un autre, radicalement de soi-même. Il y a quelque chose qui se radicalise dans cette dialectique de l'ipséité et de l'algorithmie que j'ai essayé de vous présenter sur la base des différents arguments, et qui transforme de manière profonde et qualitative les expériences de soi autant que les expériences de l'autre, au-delà de la simple question de réflexivité défaillante. Et je dirais que tout se passe comme si l'altérité en soi et l'altérité en l'autre disparaissaient, au sens où, d'une certaine manière, l'altérité, et ça je suis peut-être un peu proche de Lévinas, on va apprendre des choses comme ça, l'altérité en soi, qui est une condition de la rencontre de l'autre, s'efface, et l'altérité en l'autre, qui est la condition d'un rapport à soi-même, s'efface aussi. Et tout est perdu. Et je conclurai finalement sur cette hypothèse qui est celle de Louis Sas, dont le livre s'appelle « Paradoxe du délire » et a été traduit en français il y a quelques années. Louis Sas est un professeur de psychologie, mais aussi un professeur de littérature à la Rutgers University, dans le New Jersey, par ailleurs un collègue tout à fait sympathique et parfaitement francophone, et qui a consacré un livre à la schizophrénie où il s'appuie finalement sur Wittgenstein pour présenter la schizophrénie comme une pathologie du solipsisme, c'est-à-dire de la perte de toute forme de rapport à l'altérité quelque chose. Un sujet qui est littéralement enfermé en lui-même et en soi-même. Et pour lui, ce qui caractérise la schizophrénie, et là on bascule vers une hypothèse tout à fait opposée, c'est ça qui est intéressant, c'est la discussion des perspectives qui s'entrechoquent, c'est l'hyper-réflexivité. Et c'est vrai que si on s'intéresse au délire de schizophrène, c'est un extraordinaire exercice permanent
de description de soi. C'est un processus d'hyper-réflexivité tout à fait évident. Je citerai seulement le mémoire de Schreber. La question est de savoir si Schreber était schizophrène ou paranoïaque. Bon, au sens aujourd'hui large des troubles du spectre schizophrénique, il serait schizophrène, ça règle le problème. Mais voilà, d'ailleurs, Louis XVI relit avec un T le cas Schreber et s'appuie sur lui. Et dégager cette hyper-réflexivité, un excès de conscience de soi, comme si le soi devenait un objet externe, que dont le sujet va faire la théorie, sans fin et sans fin. Une auto-théorie de soi-même, une psychologie folle, d'une certaine manière. On sait bien que le délire, effectivement, c'est une science pathologique. C'est une psychologie pathologique. Le schizophrène est son propre psychologue, son propre psychanalyste, produit une théorie de lui-même qu'il saisit comme un objet. À ceci près que manque la qualité subjective du soi. En fait, il se traite tellement lui-même d'une chose qu'il n'est plus effectivement soi. Il n'y a plus ce sentiment, cette phénoménologie de l'existence d'un soi vivant dans son rapport à lui. Ce qui donne le côté effectivement froid et énigmatique caractérise le schizophrénique, aussi bien dans le rapport à l'autre que dans le rapport à lui-même. Et je conclurai en disant que peut-être nous avons là une forme de dissociation entre la réflexivité, qui fonctionne finalement par excès, et l'intersubjectivité, qui est perdue. C'est-à-dire que la réflexivité se développe dans un solipsisme total. Il n'y a plus de rencontre à l'autre, il n'y a plus de rapport à l'autre. Et la réflexivité devient folle dans la mesure où elle n'est plus régulée par ce passage par l'autre, qui est son circuit normal. Tout ce que j'ai essayé de montrer, c'est comment finalement on peut penser que nous prenons conscience de nous-mêmes, que nous nous auto-représentons toujours par les yeux d'autrui, dans les mots, en parole, dans un rapport à l'autre. J'ai tenté de l'étayer à la fois sur des arguments psychologiques, biologiques et philosophiques, c'est peut-être un petit peu trop, mais en tout cas c'est l'hypothèse que je voulais vous proposer, et que cette boucle du soi construit dans le rapport à l'autre, qui peut n'être qu'un autre imaginé, un autre dont on se souvient, pas forcément un autre présent, incarné, l'altérité, quelle qu'elle soit. Cette boucle semble ne plus fonctionner dans la schizophrénie, où pour le coup, la réflexivité se construit dans un rapport à soi-même absolument inépuisable et spéculatif. Je vous remercie de votre attention.